Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Très bien, eh bien bonjour à tous dans ce tout nouvel épisode de Puissance Park, votre podcast qui va toujours au plus près des parcs et toujours même dans les parcs, même quand ils sont fermés, n'est-ce pas les gars ? Voilà. Bah oui. Voilà, bah oui. C'est fermé. Oui, et oui, voilà. Et oui, c'est fermé, mais on y est quand même. Et bien, pourquoi ? Parce qu'on est en train de continuer. On fait un deuxième épisode justement consacré à Frepertus City. Comme vous l'avez vu dans l'épisode de la fois dernière, eh bien, on avait pu parler un petit peu de l'historique en compagnie. Pardon. Il y a 500 km dans les jambes, c'est compliqué. Je suis désolé. Contrepétrie. Voilà. Oui, oh, non, c'est pas. Non, ne me lance pas sur des contrepétries. Ça va finir encore démonétisé, Maxence. Non. Donc voilà. Donc on est en compagnie de Maxence, collègue de Puissance Park. Hello. Voilà, à ma gauche. Et également de l'autre côté de votre écran, vous aurez également Fredo. Salut tout le monde. Voilà, de la com de Frepertus. Et le boss, El Patron, Patrice. Bonjour à tous. Voilà, Patrice qui est là aussi, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Donc merci beaucoup à vous deux encore une fois. Bah, merci à vous d'être venus. Hein. Nous, on est à domicile, c'est facile. Bah écoute, voilà, on est tous les, voilà, on se remercie tous ensemble, c'est super top. Et en fait, l'idée, c'est que cette fois-ci, donc plus que le dernier épisode, était plutôt consacré à tout ce qui était un peu historique, ce qui nous a amené donc du passé au présent. Bah maintenant, on va faire un épisode qui va être plus consacré au présent et peut-être un petit peu à l'avenir. Spoiler, on va pas annoncer qu'il y a un Raptor RMC qui va arriver à Frepertus. On pourra leur demander, mais je pense qu'ils pourront vous répondre d'un nom cordial de la tête. Voilà. Ben non, toujours pas. Ben non, voilà. Mais par contre, non, on va parler un petit peu vision, ce genre de choses, mais on va aussi parler, bien sûr, il y a des choses qui se sont passées ces dernières années. Et surtout, il y a déjà eu une année 2023 qui s'est écoulée. Exactement, j'allais y venir, tu as tout à fait raison. L'idée, c'est que voilà, on va essayer de débriefer un petit peu les choses qui sont passées ces dernières années et donc aussi commencer peut-être par un petit bilan de saison 2023. Du coup, les gars, comment ça s'est passé de votre côté alors ? Patrice, je te laisse la main. Tu me laisses la main ? Sur les chiffres, c'est toi. En fait, les chiffres, elle a été meilleure que les autres années. Ça sera notre meilleure saison avec 285 000 visiteurs. Je crois que l'année dernière, on avait flirté avec les 280 000, on avait fait 281 en 2019, donc ça veut dire que la progression y est. On s'est un peu quand même fait voler notre mois d'août. Le mois d'août, c'est quand même la période la plus importante pour nous, puisqu'on n'est plus ouvert après septembre et on ouvre en avril, donc c'est le moment à pas rater. Et là, forcément, les 10 premiers jours étaient pluvieux et on a basculé après. Peut-être un peu trop chaud sur la fin août, mais ceci étant, si on avait eu les 10 premiers jours d'août corrects, je pense qu'on aurait pu espérer décrocher les 300 000. Tous les espoirs sont permis, donc ce sera pour 2024. On va croiser les doigts en tout cas, oui, c'est clair. On a pu faire la petite visite justement, moi pour le coup je découvrais le parc, Maxence aussi. On découvrait le parc littéralement. Oui, on vous le souhaite les gars, parce que franchement le parc il est beau, il n'y a pas de problème avec ça. Oui. Merci à vous. C'est d'autant mieux que vous l'avez vu vraiment donc, en mode hivernage, attraction la plupart fermée, voire bâchée. Donc on espère vous réaccueillir dans les conditions réelles du direct. Évident, on va revenir là-dessus, la question se pose pas. Et vous nous direz un petit peu, est-ce qu'il y a une vraie différence entre un hiver et un été à Frepertus ? Écoute, j'espère que j'espère. Oui, mais normalement oui. J'espère. Non, en tout cas, si déjà vous avez pu apprécier l'existant, ça fait vraiment plaisir. Non, clairement. Et du coup, ça va nous permettre de transitionner petit à petit vers l'hivernage. Mais on a peut-être d'abord aussi une question nouveauté, parce que cette année 2023, cet exercice 2023 a été marqué par l'arrivée d'une nouvelle machine qui a remplacé une ancienne. Donc du coup, quel apport elle a eu ? Quels sont les petits retours, les feedbacks des utilisateurs, des visiteurs ? Parlez-nous-en un petit peu del Molcajete. Voilà. Alors El Molcajete, qui est donc apparu dans le quartier mexicain. Donc pour nous, effectivement, c'est un petit renouveau dans ce quartier qui il y avait ces sombreros, mais qui se faisaient un petit peu vieillissant. En termes vraiment de sensations, c'était aussi assez limité. Donc la réflexion était là. Et la saison précédente, il y a une des nacelles qui était condamnée parce qu'il manquait un moteur en dessous. Donc on le sait, les pièces techniques mettent vraiment maintenant beaucoup de temps à arriver. Et donc elle est arrivée une fois que la saison était terminée. Donc c'est pas grave. Nous, on avait pris notre décision de remplacer l'attraction. Et après, effectivement, c'est toujours la question. Quand on enlève une attraction, on sait qu'il y a toujours
quelle que soit l'attraction, quand même une base de gens très attachés à ça, parce que ça fait appel à des souvenirs d'enfance, c'est pas rien. Mais du coup, le challenge est là de trouver quelque chose qui remplace, mais qui soit mieux. Et donc effectivement, là, le choix, il a été sur ce modèle de Technical Park qui est assez peu représenté dans les parcs d'Europe. Mais du coup, tant mieux pour nous, c'est l'occasion un petit peu de sortir encore des sentiers battus et d'essayer des nouvelles sensations. Donc après, au niveau du choix de l'attraction, je passe la main à Patrice, parce que c'est lui qui a eu le flair sur ce coup-là. Ouais, en fait, effectivement, le quartier mexicain il y avait les chevaux galopants, la roue panoramique, les grenouilles, la petite piscine à boules pour enfants, qui manquait un petit peu le côté fun. On a le bateau pirate dans la crique des pirates qui est plus adolescent, qui est pas loin. On a le Grand Canyon de l'autre côté, Timber, Golden. Et là, ce quartier-là demandait un manège un peu à sensation. Et en fait, c'est un petit peu... alors je cache pas mes sources. Hein, c'est en allant au jardin d'acclimatation voir le sidecar de Technical Park l'année dernière, à peu près à cette époque, que j'entendais rigoler des gens dans un autre manège qui se trouve juste derrière, qui veut être un manège de sauterelle d'un autre fabricant. Et puis en se renseignant effectivement et en regardant les gens, j'ai trouvé ça assez sympathique, puisque les gens veulent toujours monter, même les adultes veulent toujours monter dans les grenouilles, qui sont plutôt réservées aux enfants parce qu'ils aiment la sensation. Donc on se dit que si on avait les grenouilles en XXL, eh ben, en fin de compte ça pourrait plaire, et on a a priori des très bons retours. En plus on l'a fait valider par le TÜV, donc on a fait modifier les barres exprès pour pouvoir accepter des enfants à partir d'1m10, parce qu'on sait que c'est souvent les plus courageux, ce qui leur permet d'avoir deux positions à 1m10, la position la plus haut au centre et celle du milieu, et au-delà à partir d'1m30, ils peuvent accéder à la position à l'extérieur, qui est la position piment rouge, puisque le thème est les piments, et donc avec un jet de plus quand même que la position intérieure, qui est le piment vert. Oui, c'est vrai que par rapport à l'Astrolabe du jardin d'acclimatation, qui a le même principe de mécanique avec des bras qui vont faire des sauts et donc générer de l'airtime assez poussé, voire même de l'éjector dans certains cas. Vous, ce que vous avez fait, là où l'Astrolabe a en fait une seule coque avec 2 places assises, si je dis pas de conneries, et une lap bar, ou 3 peut-être, 3 places assises et une lap bar. Vous avez presque une banquette. Ouais, c'est une banquette. Mais avec une barre commune, etc. Ouais. Ouais, alors que vous avez le parti déjà que les assises soient bien individuelles. Il n'y a pas de coque autour, du coup, on est un peu plus façon jetpack. Et ensuite, les sièges sont color-codés, sont un jeu de couleurs pour indiquer aux gens l'intensité. Et ça, c'est plutôt malin aussi, parce que les gens qui ne connaissent pas ce type d'attraction n'ont pas l'idée de ce que représente, qu'effectivement, à bord d'une même assise, il peut y avoir une différence de sensations. Donc, Et je peux me permettre, je trouve hyper intelligent ce choix d'attraction, déjà parce qu'on le retrouve très peu dans les parcs d'attractions. Le jeu de couleurs avec les piments qui indiquent tout de suite l'intensité, c'est immédiat, c'est limite instinctif, j'ai envie de dire. Oui, ça parle à tout le monde. Hein. Et franchement, l'intégration dans tous ces univers mexicains, je trouve ça mais juste génial. Je veux dire, et puis en plus, cette attraction, elle a fait monter la capacité comparée à l'attraction précédente qu'il y avait. Enfin, je veux dire, quand je lâche, mais ça coche toutes les cases du choix parfait, judicieux, qui va bien à tout, quoi, en fait. Donc déjà bravo pour ça. Merci. Ouais, non, mais c'était le but recherché. Et en plus, le retour visiteur est vraiment positif, parce que si au premier regard, les gens disent « Oh, on va être malade », quand ils ressortent, non seulement ils n'ont pas été malades, mais en plus ils ont beaucoup apprécié et ils y retournent. Les sensations. Un des rares, le seul d'ailleurs qui fait marche arrière, sauf si j'ai un coaster qui fait un rollback, mais ce qui n'a non, on fait pas ça. On va espérer que non. On va éviter quand même. Hein. Sur la ronde des rondins, c'est moins chiant que sur Timber Drop. Voilà. Oui, peut-être sur la ronde des rondins. On va toucher du bois. On n'a pas eu ni sur un ni sur l'autre. Non, mais et puis on voit que les gens y retournent, et du coup ça c'est le meilleur indicateur pour dire qu'on a quelque chose de dosé, parce qu'effectivement il est quand même impressionnant de l'extérieur, et pour cause, mais on voit que les gens se laissent tenter, et s'ils y retournent, c'est qu'on a aussi bien dosé les choses pour avoir quand même envie de le refaire, quoi.
Et ça, c'est réussi. Après, moi, pour surveiller les réseaux sociaux, je l'ai vu aussi que les retours étaient vraiment super. On a réussi à faire oublier les sombreros, et qui étaient quand même déjà super bien. Et donc voilà, on est content d'avoir intégré cette nouveauté dans le panel des attractions de Frépertuis. Parfait. Bah, du coup, je pense que pour 2023, en tout cas pour ça, on a fait le tour. La nouveauté et votre bilan en plus d'exploitation qui est franchement cool, à 285 000 visiteurs. Donc, qui continue à progresser, donc c'est déjà une victoire, c'est très bien. Et d'autant plus que, voilà, encore une fois, vu la localisation du parc, vu aussi ce qu'on a traversé ces dernières années, c'est pas nécessairement évident. Et d'ailleurs, on veut pas non plus retourner le couteau dans la plaie, mais c'est vrai que Covid a eu un impact énorme sur tout le secteur. Pendant les confinements, on était à se poser la question si ça allait finir un jour, toute cette histoire. Finalement, on a réussi à tous tourner la page, et c'est une excellente chose. Et vous, quels enseignements vous avez tirés un peu de cette période-là? Quelles choses ont peut-être changé? Quelles choses, justement, vous tirez comme, finalement, point positif de cette période-là, et peut-être comme point négatif aussi? Au niveau gestion, effectivement, le point négatif, c'est que il y a eu des demi-saisons et donc une perte de résultats de 50%, puisque à chaque fois on n'a pu ouvrir que juillet-août, la deuxième fois en plus avec le pass sanitaire qui avait été mis en place. Donc ça veut dire que on pensait que rien pouvait arriver dans le domaine du loisir, dans notre profession. Et là, nous tombe un truc que je n'ai jamais vu, puisque impossible d'ouvrir le parc, port du masque, distance, réguler le nombre de visiteurs sur le site. La deuxième année, on a travaillé par réservation. En plus, comme Frépertuis, vous l'avez pu remarquer, on est quand même relativement sur peu de surface. C'est un parc coco. Oui, voilà, donc de ce fait, c'est joliment dit. On s'est un petit peu nous-mêmes autorégulés, parce qu'on ne voulait pas non plus que mettre la barre trop haute et que les gens aient un sentiment d'insécurité sanitaire. Et donc voilà, on avait régulé ça par la réservation obligatoire. Donc forcément, derrière ça, quand c'est un frein en plus. Pour des parcs comme nous, c'est un vrai frein. Voilà. Ouais. Il fallait espérer rapidement pouvoir retrouver un nombre de visiteurs. Alors heureusement, nos partenaires qui sont partenaires financiers, l'État joue aussi un rôle pas négligeable. Il ne faut pas se voiler la face. On a été aidé. Disons pour passer des moments difficiles. Les banques ont joué aussi le jeu avec ces PGE, avec ces choses comme ça, mais en plus avec nous, puisque le parc existe quand même depuis bien longtemps et on a des banques depuis la première date. Forcément, nous ont suivis dans les projets comme les Draisines, puisqu'il a fallu aller rechercher de l'argent alors qu'on était sur 2 années déficitaires complets. Et ils prêtent quand même parce qu'ils savent qu'il faut redémarrer la machine et là ils ont tout de suite compris que elle a redémarré en 2022, confirmé en 2023, et que donc mais effectivement c'était des moments un peu pénibles dessus, et on espère jamais pouvoir revivre ce genre d'événement comme beaucoup. Ouais, on le souhaite à personne, parce que c'est vrai que ça a eu un impact énorme, et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains acteurs vivent encore ont encore maintenu certains dispositifs de cet impact. mais par contre, du coup, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est bien de voir la profession et de voir les parcs français qui ont pu tenir l'effort, maintenir le truc. Par contre, c'est vrai que l'instauration du système de réservation pour vous, ça a dû être peut-être aussi un challenge un peu technique, parce que vous avez des systèmes d'information dans l'entreprise et tout le parc est sous réseau et déjà moderne en termes d'infrastructure. Mais là, c'est vrai qu'avoir besoin de mettre en place un système de ticketing qui en plus gère de la réservation, etc., ça a été un challenge, non C'est un gros challenge, parce que les gens ont des habitudes, et là, en peu de temps, on leur a demandé de changer les habitudes. Quelque part, la situation Covid fait que pour plein d'endroits,
la situation changeait, donc c'était un avantage de tomber là-dedans, parce que les gens étaient un petit peu plus attentifs à nous demander comment ça se passe maintenant. On se doute bien que c'est pas comme d'habitude, mais par contre, effectivement, on a fait une année complètement sur réservation. On a essayé de le dire beaucoup, mais on se rend compte que pour notre structure familiale, régionale, c'est un frein énorme. C'est pour ça qu'on a relevé, enfin on a supprimé cet élément-là, quoi, parce que les gens ont besoin quand même d'une flexibilité, de toujours avoir quand même la possibilité d'acheter des billets aussi sur place. Enfin voilà, il y a de la décision de visite qui est vraiment très rapide. Cela dit, du coup, on a quand même conservé la vente de billets en amont pour gagner du temps sur place. Donc ça a fait évoluer quand même effectivement au niveau technologique des choses qu'on aurait peut-être mis des années à mettre en place et qui aujourd'hui du coup font gagner quand même du temps. Pas forcément du coup, ça n'a plus forcément de lien avec le Covid ou avec des distanciations, mais aujourd'hui c'est aussi voilà, des systèmes technologiques où vous achetez votre billet, même la veille, même le matin même, et vous venez sur le parc et directement vous passez à l'accès. Donc vous évitez quand même la première file aux caisses. C'est des très bonnes habitudes à prendre. Après effectivement il y a d'autres parcs qui, nous on est très proche d'Europa Park, eux sont restés sur un 100% billet daté réservation. Donc les gens de notre secteur ont aussi en tête quand même ces habitudes de facilité. Donc ça nous aide aussi peut-être à avancer là-dessus. Après là, on peut peut-être se dire qu'un Europa Park, c'est un parc qui a une clientèle qui réserve longtemps à l'avance parce que c'est un voyage qui se prépare. Bien sûr, oui. Et c'est qui très peut différent. venir plus loin, alors que finalement, un parc comme Frépertuis, qui est un parc d'ampleur plutôt régionale et pas internationale comme Europa Park, on s'adresse plus à une clientèle locale qui joue sur la spontanéité. Tiens, il fait beau aujourd'hui, j'y vais. Complètement. Et c'est pour ça que notre observation, elle est vraiment liée à nous, à notre parc et à ce qu'on connaît de nos visiteurs. Et elle peut pas être une généralité et s'appliquer pour tous. Europa Park, il a de l'hôtellerie. Europa Park, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à l'intérieur. Donc même si la journée elle est réservée, on sait qu'on passera une bonne journée. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ici, à Frépertuis, voilà, on sait qu'on a beaucoup d'attractions aquatiques, d'extérieur et tout ça. Effectivement, pour une petite famille qui veut bien sélectionner sa journée, effectivement, de trop bloquer sur une date où peut-être il va pleuvoir, c'est rajouter effectivement des contraintes, même si on a toujours été aussi assez souple dans les conditions de remboursement ou d'échange, parce qu'on est bien conscient de ça. Mais par contre, ça génère aussi pour nos équipes du travail supplémentaire. Donc on veut à la fois être commerçant et souple, mais en même temps on peut pas dire qu'on réserve une date et qu'en fait elle est tout le temps changeable à l'infini. C'est du travail derrière aussi, quoi. Et du coup, comment ça... Vous avez dit qu'il y a du travail supplémentaire, mais du coup il n'y a pas eu que ce travail-là supplémentaire suite à cette crise. Il y a aussi du travail certainement avec des fournisseurs. Comment ça s'est passé justement avec eux parce que eux aussi, finalement, ils se trouvaient également dans la panade, on peut le dire clairement. Donc, comment vous avez réussi à jongler en fait avec tout ça ? En fait, les fournisseurs, à la limite, j'ai tendance à dire que, surtout la première année, comme c'est tombé au mois de mars, on n'a pas ouvert, mais eux aussi ont été obligés d'arrêter, n'ont plus mis personne sur les routes. Donc, c'est pas tant par les fournisseurs, c'est plutôt c'est des protocoles de nettoyage et tout ça, de gel hydroalcoolique partout, de matérialiser des distanciations qui, on le sait, n'étaient pas respectées pour autant, mais qui était une obligation et une demande des autorités dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le variant qu'on parle peu est quand même présent et en fait même les tests Covid sont plus remboursés, quoi. Donc j'ai tendance à dire tout le monde a fait un peu de chemin là-dessus, mais effectivement dès le départ le colis qu'on recevait, il fallait le mettre 3 jours au congélateur, passer 10 minutes au micro-ondes, le remettre au congélateur, enfin un truc de chez Amazon, parce qu'on maîtrisait pas. Nous on a fermé les stands de maquillage l'année-là, on a fermé le stand photo costumé pour la désinfection. Bien sûr. On a limité les espaces intérieurs dans les boutiques. Donc forcément tout ça a créé un coût supplémentaire parce qu'il a fallu
les référents tous les soirs, refaire les plans de gel hydro, enfin vérifier que tous les plans de nettoyage étaient bien faits. Je pense que le surcoût a vraiment été là. Alors pire sur le pass sanitaire, parce que bien sûr, quand le pass sanitaire a été annoncé, forcément tout le monde ne le comprenait pas. Et les gens nous menaçaient de dire moi je m'en fous, je viendrai sans le pass sanitaire, ou enfin des gens qui étaient contre le vax ou dessus. Donc ça nous a obligés pour la première fois à passer par une société de gardiennage et de sécurité pour accompagner les opérateurs à l'entrée du parc, pour être sûr qu'il n'y ait pas pour qu'eux ne soient pas en stress. Oui. C'était un peu musclé, quoi. Forcément, du fait qu'on continuait en plus à demander la pièce d'identité, puisque le QR code pouvait être partagé à qui on voulait par l'application. Donc on pouvait envoyer 10 QR codes, mais on ne pouvait pas Et alors, bien sûr, on sortait au débat. Est-ce qu'on a le droit ou pas de contrôler les pièces d'identité des visiteurs? D'un côté, on disait non, mais on dit, pour le coup, c'est totalement illogique de prendre un pass sanitaire sans vérifier l'identité des visiteurs. Nous, on a continué à le faire. On a eu quelques petites remontrances, mais moi, je pensais que c'était logique. Les gens s'y prêtaient à partir du moment où ils avaient leur vrai QR code. Ça ne les dérangeait pas de présenter une pièce d'identité. Je pense qu'au final, on a quand même été assez surpris Enfin, c'était une grosse étape. On a eu un petit peu peur aussi quand même sur ce pass vaccinal. Mais les gens ont quand même vraiment joué le jeu. Alors c'est sûr qu'on n'était vraiment pas dans les proportions de visiteurs qu'on a habituellement. Hein, ça, c'était... mais en fait, nous, notre crainte, c'était vraiment d'avoir vraiment personne et de ne pas faire fonctionner le parc quand même un minimum. Et non, les gens ont quand même soutenu le parc en venant. Et c'est vrai que cette crise, elle a encore aussi accentué quand même ce tourisme de proximité. Si je peux encore prendre un point positif de ça, c'est qu'effectivement, là, on était bloqué, on ne pouvait pas spécialement avoir des destinations lointaines. Et donc, effectivement, les parcs régionaux et de proximité ont quand même été là aussi pour ramener un petit peu de bonne humeur dans ces quotidiens un petit peu obscurs. Donc, je pense que c'est pas forcément des périodes qu'on aimerait revoir, mais en tout cas, même avec le masque, avec plein de règles un petit peu reloues, on a quand même réussi à passer le cap et à tenir ce lien avec nos visiteurs qui était vraiment d'un soutien qui faisait chaud au cœur, quoi. Mais même pendant la période de fermeture, énormément de messages, des enfants qui nous faisaient des dessins pour les mascottes. Enfin, il y a eu des choses vraiment hyper mignonnes, quoi. Donc c'est aussi ça qui aide un peu pour le moral, et de se dire qu'au final, un parc d'attractions, il est là pour tout ça, quoi. Il est là pour la bonne humeur et pour les bons souvenirs qu'on crée en famille. Donc on est très très content que les choses reprennent un petit peu un cours normal. Ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde, vraiment. Clairement. Bah écoutez, ensuite, moi je propose un truc. On va parler de l'hivernage. On va attaquer sur l'hivernage. Oui, faut rehausser Allez, on change de sujet. Disons qu'encore une fois, disons que ce sont des sujets qui sont intéressants à évoquer aussi, parce que c'est quelque chose qui a changé profondément tout le divertissement, toutes les interactions sociales qu'on pouvait avoir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour nous de poser ces questions-là et de voir comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous en avez tiré, quoi. Donc maintenant, là aujourd'hui, on est en 2023. Il y a des choses qui se passent, mais bon, on va pas en parler ici. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici dans le parc, pour le coup, puisque vous êtes en hivernage. Et donc, du coup, en fait, la première chose qui vient à l'esprit, certes, c'est vrai que ça fait depuis, on va dire, 88, depuis le moment où le parc est devenu un parc d'attractions avec le ticket unique, etc., même s'il l'était déjà un peu avant, mais je veux dire, où il est vraiment basculé dans l'ère du parc d'attractions tel qu'on l'entend, en fin de compte. C'est vrai que vous devez avoir vos routines d'hivernage, etc., mais quand il y a un mot arrêté qui apparaît désormais dans le catalogue proposé par Frépertuis. Un Timber Drop. Bref, quand il y a ce genre de machine qui arrive dedans, en fait, combien de temps à l'avance se prépare en fait l'hivernage? Comment est-ce que vous travaillez avec le constructeur? Comment est-ce que vous déterminez quels sont les éléments qu'il va falloir retirer, faire passer en maintenance à ce moment-là? Comment ça se passe de votre côté d'un point de vue un peu planification de tout ça? L'anticipation avant le dernier jour d'ouverture. Alors,
pour faire un peu d'histoire dans le domaine des parcs d'attraction, il y a une date quand même qu'il faut retenir, c'est 2009. C'est l'accident qu'il y avait eu à la Fête des Loges et l'application du décret de la norme EN 13814, qui est la norme qui régit les parcs d'attraction et les installations de manège. La fameuse. Et donc, Fameuse. en fin de compte, qu'il a créé une obligation de maintenance qu'on n'avait pas avant. Alors avant, on faisait la maintenance. La traçabilité, elle se faisait sur papier. Aujourd'hui, on utilise de la GMAO. On utilise les constructeurs eux-mêmes ont fait. Et c'est vrai qu'on a avant 2009, j'ai tendance à dire qu'on avait beaucoup de manèges, disons d'occasion, de choses comme ça. Et on a commencé. Alors on avait quand même le Grand Canyon qui était en 2000. Après, on a eu le Splash Hotel. Et après, donc le cahier des charges des constructeurs est devenu beaucoup plus important. Peut-être même en excès de zèle pour certains. C'est-à-dire qu'ils vous demanderaient presque de faire de la CND sur les wagons tous les 2 jours. Or, une CND sur un wagon de timber, c'est 2 mois de boulot, quoi. On l'éclate complètement. Toute la fibre optique est démontée. Vous avez des gens qui passent avec les appareils sur les châssis et tout ça. Et après, vous remontez. Les axes sont passés en magnéto. Enfin bref, c'est un travail colossal. Mais donc, en accord avec les organismes de contrôle et le TÜV, on va déterminer des plans de maintenance dessus. Alors, il y a des années plus calmes parce que effectivement, il y aura des manèges qui nécessitent simplement un démontage, contrôle visuel et sans remplacement. Par contre, il y a des années où forcément il y a de l'usure, il y a des roues à changer. Une roue d'un wagon de timber, c'est 500 €. Vous avez vu combien il y en a. Les porteuses dessus, donc vous en avez déjà 4 par bogie en porteuse et en dessous. 4 x 4, 16, plus les latérales, donc 8 qui viennent dessus. Et ça, vous faites par 4 trains. Donc, vous voyez déjà, rien qu'en chiffres. La moindre pièce, effectivement, qu'on peut acheter, en plus, les constructeurs, il y a de la pièce que vous pouvez faire sur du petit manège, que vous pouvez refaire faire un axe, quelque chose comme ça. Mais à partir du moment où ça devient un axe qui est de sécurité, même si vous le faites faire, il faut l'analyse matière pour être sûr d'avoir la même que le constructeur. Alors bon, soit vous le prenez chez le constructeur, mais c'est le temps aussi, mais après c'est en radio, c'est en tout ça. Donc forcément, chaque année, alors nous on travaille, on a travaillé avec ce côté, parce que les organismes de contrôle, ils sont pas non plus très nombreux. On a travaillé avec le TÜV Sud. Avec le TÜV Sud, c'était bien, mais il y avait un peu un problème de langue, parce qu'ils n'ont pas de francophones dans leur équipe, et donc avec nos équipes de maintenance, quand il y avait une discussion sur un manège pour savoir le mode de fonctionnement ou les choses comme ça, ça posait une barrière. Et maintenant, on est passé avec le TÜV Nederland qui est devenu TÜV Nord, où là, ils ont des francophones et c'est beaucoup plus facile. Et donc, avec eux, on a le deal de passer, vous le savez très bien, il y a 3 catégories de manèges, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Nous, on a fait le choix de passer de nos manèges tous les ans, tous les manèges de toute catégorie, parce que c'est un œil extérieur et c'est aussi notre tranquillité. Simplement qu'effectivement, il passe aussi, il est passé donc il y a 8 jours, et donc il va dire, là, sur ce manège-là, je serais curieux que ça, on ne l'a pas fait, ou ça fait déjà un moment que ça n'a pas été fait. Alors, il va surtout taper sur des manèges qu'on avait avant ces 2009, ou des manèges comme le Blizzard, qui a été un manège qui a été retransformé, mais qui est à l'origine un télécombat de chez Fabry, mais qui avait été modifié, qui a été mis aux normes, mais où là il peut y avoir des doutes ou des choses comme ça. Donc là, forcément, ça va tout de suite faire monter le coût, parce que ça va vite, les heures passées, la personne qui va venir pour faire le CND, tout ça. Donc c'est une fourchette qui est toujours un peu... Il y a une fourchette incompressible que moi, aujourd'hui, j'estime à 400 000 €, qui est, disons, la maintenance de base. Pour tout le parc de Frépertuis City. Voilà, pour toutes les attractions. Pour toutes les attractions. Ouais.
entre l'hivernage, le nettoyage, des choses, donc c'est de base. Et après, on va aller creuser, on va aller plus loin. Si on démonte les axes dessus, l'année dernière, on a fait par exemple, tout le parcours de Timber en ACFM, donc tous les rails ont été visionnés. Pour ça, il fallait des gens acrobates et donc qui travaillent en hauteur. Ça, oui. Voilà, c'est des gens qui une boîte du côté dans les Pyrénées qui sont venus donc pendant une semaine. Donc forcément, tout ça a un coût, plus les appareils. Donc ils faisaient un contrôle visuel et quand ils avaient un doute, ils montaient l'appareil au-dessus pour s'assurer que qu'il n'y a pas de fissure et donc mais forcément, c'est une opération comme ça, c'est tout de suite 35 000 euros plus après le coût d'hébergement de ces personnes-là. Mais bon, voilà, vous avez tout le parcours qui est vérifié. Après, vous avez le certification, le rapport, etc. Voilà. Les axes d'amélioration, de correction, s'il y en a. Enfin, c'est un contrôle technique, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est le. Donc là, vous êtes venu où on va commencer réellement. Là, pour l'instant, on est hiverné, donc tout est capoté. Vous avez vu, il y a déjà des pièces qui sont un peu détachées, mais le contrôleur, le vérificateur du TÜV est passé que la semaine dernière. Là, l'équipe de maintenance est en congé, mais tout de suite après, il va y avoir en plus de. Parce que le constructeur a donné lui aussi des consignes. Il y a les câbles du Jolly, on sait que c'est tous les 2 ans, il faut les changer. On ne se pose même pas la question. Le constructeur demande déjà par lui-même, par exemple, la Tornade, qui a un petit manège de 6 ampères là, tous les 10 ans, il fallait. Donc ça a été fait l'année dernière. Donc forcément, voilà, quand c'est des montées, vous changez les roulements, vous changez les choses comme ça. Ça, c'est des choses du constructeur, plus ce qui peut venir après. En extra parce que ça n'a pas été défini par le constructeur parce que c'était des manèges avant 2009 et il n'y avait pas l'obligation de faire l'analyse de risque de fabrication en fait qui va déterminer la durée de vie d'un axe ou la périodicité de le vérifier. Et donc voilà. Mais c'est un gros budget, c'est sur une courte période. Aujourd'hui, effectivement, mes collègues qui font Halloween ont un peu cet impératif, c'est de dire, pour le coup, ça réduit encore leur temps de fermeture et donc il faut mettre des équipements en plus et il y en a qui commencent à mettre Noël dedans. Alors là, c'est encore pire et ils en sont à se poser la question s'ils vont pas falloir faire un peu comme fait votre voisin Disney, à fermer des attractions en début de saison parce qu'ils n'auront pas eu le temps de faire un calendrier d'ouverture complet dessus. Ok, donc très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. En tout cas, c'est très précis, donc ça fait plaisir. Ça nous a, en fait, pour dire quand quelqu'un te dit comme ça, c'est très précis, c'est qu'en fait, tu nous as foutu en l'air 3 questions qu'on voulait poser derrière. Là oui. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est un carton plein. Bon, allez. Non. Ensuite, l'essentiel, c'est qu'effectivement sur cette phase d'hivernage, il y a plusieurs phases. C'est qu'ensuite, lorsque le parc est opérationnel encore. Je suppose que vous préparez pas vraiment à ce moment-là, c'est vraiment dans les limites le soir même de la fermeture de la saison. Là, vous commencez déjà à peut-être ranger des trucs. Oui. Ah ben là, en une parce que déjà on est dans un climat un peu particulier, c'est-à-dire il fait vite pluie, vite froid, vite donc tout ce qui peut être mis à l'abri, bâché dessus, y est. Très rapidement et après quitte à redébâcher, quitte à reprendre quand on travaille dessus, mais dans un premier temps avant d'apporter le matériel dans les ateliers de maintenance, on va déjà tout bâcher, nettoyer, passer au Karcher tout ce qu'il faut de façon à déjà enlever les premières. On les relavera en début de saison pour que ce soit propre pour les clients, mais voilà, dans l'idée c'est de préparer ça. Et maintenant, avec les délais de pièces, c'est justement, on a arrivé à passer des commandes au mois d'août. Et par exemple, pour le Disco, alors, qui malheureusement nous a lâché
avec une pièce majeure qui vient d'arriver là, cette semaine dernière, cette semaine d'ailleurs, dans cette pièce qu'on a attendue donc avec 14 semaines de délai, donc qui était censée arriver fin septembre, vous voyez, elle est arrivée là, presque fin octobre. Donc on voit très bien que on avait commandé, on avait refait tout l'électronique du disco, et ça avait été commandé au mois de juin l'année dernière pour recevoir toutes les pièces quasiment au mois de juin de cette année. Encore, on en a reçu en juillet. Malheureusement, c'est des pièces qu'on n'avait pas changées sur le disco. Puis un orage qui a juste endommagé et mais à une autre époque, le constructeur m'a livré sous 3 jours parce qu'il en avait un d'avance. Là, pour le coup, ils annoncent 14 semaines et donc même les constructeurs n'arrivent plus à avoir sur les rayonnages les pièces adéquates. Donc il y a une raison que vous arrivez à déterminer pour ces retards, ces délais justement dans la logistique de tout ça. Enfin, ça, ils ont tous une bonne raison. Hein. Le truc, c'est qu'effectivement, tout ce qui touchait à l'électronique, donc suite au Covid, ça a beaucoup retardé dans les variateurs. Je pense. Il y a une grosse crise, crise de pénurie de composants électroniques parce que beaucoup d'usines chinoises qui produisaient beaucoup de composants ont été fermées pendant Covid. Voilà. Donc ça a impacté énormément dans l'automobile et donc du coup également là, quoi. Exactement. Oui, ils ont joué sur leur dernier stock et maintenant ils sont à flux tendu en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et après pour les autres, il n'y a pas vraiment. Il y a sans doute aussi les parcs ont redémarré avec beaucoup d'investissements en France. Et donc les constructeurs d'un côté ont utilisé beaucoup de pièces qu'ils avaient en rayon pour refaire des machines et pour servir les clients rapidement, parce que les clients voulaient, un petit peu comme nous avec les drésines, on voulait rebooster rapidement la machine d'après Covid pour dire voilà, il faut revenir dans les parcs, parce qu'on avait cette appréhension-là qu'avait souligné Fredo, mais de dire est-ce que après avoir fait 2 années de loisirs différents, parce que les gens ont un peu varié les loisirs, il y en a qui se sont mis au vélo, il y en a qui sont... Et d'ailleurs on le voit, hein, nous on a la chance d'avoir une très belle usine qui est Moustache Bike ici dans les Vosges, qui a fait une progression pendant ces 2 années de façon démesurée, et donc forcément ça veut dire que les gens se sont orientés vers un autre loisir, et on se disait, est-ce qu'ils vont pas, pour finir, préférer leur nouveau loisir et nous oublier, quoi. Donc il y avait urgence, et je pense que tous les parcs ont réfléchi un peu comme ça en disant, il faut vraiment qu'on remette du matériel. Et les constructeurs ont essayé, mais on n'a pas augmenté le nombre de constructeurs. Par contre, eux ont été tapés peut-être dans des stocks qu'ils n'ont plus aujourd'hui et qu'ils avaient il y a quelques années. Après, sur d'autres pièces, moindre matière première devient assez longue à obtenir, donc forcément il y a du délai. Là on parle de logistique. Un parc en hivernage, c'est aussi un parc qui en profite à ce moment-là pour évoluer, grandir, proposer de nouvelles attractions. Comment ça se passe justement cette cohabitation entre l'existant et l'arrivée d'une nouvelle attraction, sachant que ici le moindre mètre carré à Frépertuis City ça vaut de l'or, et pour construire une nouvelle attraction, pour acheminer les pièces, ça n'est pas ce qui est le plus simple. Donc, comment ça peut se passer justement cette période-là entre... On peut prendre peut-être le déroulé de l'arrivée de Mocarrete, hein, qui est du coup votre dernière addition. Du coup, comment dans les dernières années, combien de temps vous avez pris pour justement arriver jusqu'à ça? On avait déjà évoqué un peu dans le dernier épisode, mais c'est bien de le rappeler ici volontairement, vu que là, on est plus sur un épisode consacré justement à la vision, aux évolutions et à cette phase plus opérationnelle, on va dire. Je pense que chaque projet, forcément, il est différent, parce que constructeur différent, parce que ampleur de l'attraction différente. Moi, je pense que sur une attraction comme El Molcarrette, c'était 9 mois, ce qui est incroyable, pour sortir une attraction qui a sa propre thématique. Voilà, ça a été vraiment entre la première idée, le renseignement au niveau des différents constructeurs qui savaient faire ce type d'attraction, le choix, la validation et le design et l'implantation. Donc certes, elle est arrivée avec un peu de retard de la part du constructeur, mais on n'était pas au top non plus. Donc, elle est arrivée tout pile pour le début de l'été, donc c'était parfait, mais il fallait pas plus, quoi. Et après, effectivement, c'est plutôt on s'y prend, forcément mieux c'est, parce que ça va être de plus en plus vrai, mais les délais
pour les constructeurs principalement s'allonge et effectivement sans l'attraction nous on peut être près de tous les côtés mais on fera rien quoi. Sachant qu'il y a eu quand même l'avantage de Mocarete, c'est vu qu'il remplace une attraction qui avait déjà une empreinte au sol, il y avait déjà du bâtiment, de la fondation. On était sur une machine aussi spinning avant, donc du coup il y avait déjà des choses qui facilitaient un peu. Mais d'accord, donc oui, ça, donc 9 mois grosso modo. Pour celle-là, et c'est vraiment, je pense, incroyable. Mais c'est pas la seule attraction à Frépertuis qui est apparue en si peu de temps, mais oui, et puis on a quand même avec les années fidélisé des entreprises qui aujourd'hui connaissent nos impératifs et qui sont pour le coup peuvent être très réactifs. Elles peuvent aussi mettre j'ai tendance à dire les hommes qu'il faut quand il le faut. Je prends l'exemple de la file d'attente de Molcarete. Elle a été fait en espace d'une dizaine de jours, donc c'était des murs préfats, mais plus le parc était ouvert, donc ça veut dire que la boîte de maçonnerie a changé ses horaires. Les gars arrivaient à 3h30 du matin, rentraient la grosse grue dans le parc, rentraient le truc, et à 9h30 ils donnaient un coup de karcher dessus, remettaient les grilles de chantier et refilaient quoi. Donc grâce à des boîtes comme ça qui pour nous qui sont vraiment, et pareil derrière pour les crépis, pour les enduits, parce que tout a été synchronisé, parce que je voulais quand même que tout soit fini et pas faire une saison avec des murs béton bruts en disant l'année prochaine on fera des crépis. Donc tout ça fait que grâce aussi à cette fidélité qu'on a avec nos entreprises, permet de pouvoir sans mettre la pression, mais eux savent qu'on a une deadline et qu'ils vont mettre tout en œuvre pour essayer de la respecter. Et il y a eu des fois, ils me disaient là, je sais pas si on va peut-être faire mais là, on va essayer de te faire le maximum. Il restera, et pour le coup, ils arrivent même à faire les enrobés, des choses comme ça dessus. Les attractions qui demandent plus de préparation, c'est Golden Driller. Parce que je crois que ça a été donc déjà, c'est un projet qui a été signé 2 ans avant. Donc ça permet aussi de réfléchir, mais ça nous a permis d'anticiper. Heureusement. D'anticiper sur le passage des camions, la position de la grue, de démonter. À l'époque, il y avait des bisons rusés qui étaient là, à cet endroit-là. Il y avait les rails du Grand Canyon, où on a fait un peu retracking pour repasser à côté. Donc tout était prêt, et pour rentrer les camions, on avait réorienté la cavalerie qui était dans un sens qui fermait le parc au bout, et on savait qu'avec un fût de 18 mètres de long, ça passerait pas, voire 22 pour il y en a 3 comme ça. Il y en a 3 bébés. Il y en avait 3, les autres étaient un peu plus longs. Oui, donc l'attraction vous a forcé à repenser au paysage du parc. Voilà, aussi. tout à fait. Et puis aux accès aussi sécuritaires, parce que pour le coup, avant, on se dit, un camion pompier, par exemple, pouvait rentrer que par une issue dessus. Là maintenant, n'importe quel camion pompier est capable de traverser le parc sans problème, sans être obligé de manœuvrer 10 fois et dans un délai rapide. Donc c'est que du bon. Simplement qu'effectivement, sur ce genre d'attraction, il faut savoir bien anticiper pour éviter des surprises, si ce n'est puissance EDF, puisque on est un peu en bout de tout et forcément... Il fallait être certain que... Et justement oui. on va parler un peu justement d'avenir. Et à l'avenir, là, avant de parler vision pour Frépertuis City pour la suite, il y a une question. Vous mentionnez l'utilitaire d'électricité locale, nationale, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un point qui inquiète pas mal de monde en ce moment, c'est la crise de l'énergie avec les prix qui augmentent. C'est vrai que pour nous autres particuliers, le prix est passé grosso merdo de 0,17 du kilowattheure à 0,22. Donc, disons que la hausse a été relativement modérée, relativement avec ce que les entreprises ont pris à travers la gueule. Et justement, on voulait parler un petit peu avec vous aussi de l'impact que ça a sur vous aujourd'hui, mais pas que vous, sur toute la profession. Sans compter que vous avez... Il y a des attractions dans le parc qui sont assez consommatrices de trucs.
Bon, il y a d'autres parcs qui ont du LSM ou qui ont du Raft qui doivent sentir la pilule passer un peu plus fort parce que ça consomme beaucoup plus. Mais du coup, quel impact ça a pour vous et surtout, qu'est-ce que vous voyez, vous, maintenant là, vous êtes certainement un peu dans une logique de réaction face à ça. Vous dites, OK, d'accord, les prix augmentent, etc. au niveau de l'électricité. Qu'est-ce que vous voyez comme solution de votre côté contre ça, sachant que ça impacte à la fois votre entreprise, vos marges, ni plus ni moins, mais aussi ça impacte votre clientèle, parce que vu l'emplacement du parc, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de la voiture, éventuellement peut-être du bus, mais ça va être... voilà. Donc peut-être avoir un mot là-dessus, sans non plus partir dans le catastrophisme, mais encore une fois, c'est des sujets de société actuellement et ça touche beaucoup d'entreprises. Donc c'est bon, c'est important pour nous aussi d'avoir votre point de vue là-dessus. Déjà, je te laisserai partir des factures parce que moi je ne les ai pas dans les mains. Si c'est OK, on ne veut pas non plus. Mais en tout cas, effectivement, c'est un poste où on doit, on doit faire attention à ça, forcément. Ça reste quand même une entreprise et effectivement, ça andouille au bout, c'est sûr. On veut limiter l'impact sur le prix du billet d'entrée, etc. Mais il y a des choses effectivement où on ne peut pas passer à côté. Il y a des choix qui sont faits, donc on s'est séparé des bumpers. Alors c'est des petits choix, hein, bien sûr, mais on s'est séparé des bumpers qui étaient des autotamponneuses à moteur thermique. Donc c'est déjà un petit élément en moins qui fonctionne au gasoil. On a encore le train où il y a des études qui ont été faites pour pouvoir le passer en électrique et c'est malheureusement pas encore assez rentable et technologiquement avancé pour que ça corresponde à notre situation. Mais en tout cas, on est dans ces démarches aussi de préparer l'avenir et de savoir qu'est-ce qu'on pourra faire. Et ensuite, effectivement, pour faire venir les gens à Frépertuis, comme vous l'avez vu et comme certains le savent, effectivement, on est au milieu d'une vallée. Donc, à part pendant l'été où on a un système de navette qui est mis en place depuis déjà pas mal de saisons, mais qui permet de relier pas mal de grosses villes du coin et notamment même jusqu'à la gare de Lunéville, Nancy. Donc, ça fait une solution supplémentaire pendant l'été, déjà pour que les gens viennent. Et puis développer aussi quelques emplacements pour voitures électriques ici sur le parc. Oui, ils sont déjà là d'ailleurs. Oui. Ça fait quelques saisons qu'on les a. Alors on avait des charges de voitures électriques, mais avec de la prise standard dessus. Domestique. Là, on est passé sur de la borne 22 kg de façon à ce que, parce que bien sûr, les gens aujourd'hui, avec une prise standard, c'était pas suffisant pour recharger une voiture, surtout s'ils viennent de loin et que c'est une voiture. Donc on a installé 6 bornes électriques. Là, pour le coup, c'est du vrai service parce que l'investissement est énorme par rapport au temps nous qu'on travaille et dessus. Mais c'est un service qu'on doit à nos visiteurs. Et donc, on avait peur effectivement que l'augmentation du prix du carburant ralentisse, mais on reste quand même avec une clientèle toujours de proximité, ou alors c'est des touristes qui sont en vacances sur le département, parce que les Vosges sont quand même un département des destinations touristiques avec beaucoup d'hôtellerie de plein air et de qualité. Les Hollandais, par exemple, les gens comme ça, s'ils ont le soleil, ils vont s'arrêter et ils vont y rester. Donc c'est une destination qui leur va bien. Et donc, venir à Frépertuis, ça n'a pas été un gros impact. Maintenant, sur l'électricité, bien sûr, c'est quand on a fait la saison qu'on va pouvoir sans doute mesurer l'impact. Clairement, elle a augmenté. Nous, jusqu'à présent, on avait une électricité qui était relativement peu chère en juillet et en août, là où on consomme le plus, pour la simple et bonne raison que beaucoup d'industries s'arrêtent. Et donc EDF pratique des tarifs, puisque comme forcément on ne sait pas la mettre en boîte, on n'est pas des mauvais clients pour le fournisseur d'électricité, puisqu'on consomme beaucoup là où tout le monde s'arrête et eux où ils ont trop d'électricité. Donc, mais il y a un surcoût pas négligeable qu'il faudra sans doute qu'on va pouvoir maintenant, quand le parc est fermé, c'est beaucoup plus facile
de se mettre sur la table, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, parce que l'ampoule LED ça va, mais c'est pas ça qui va jouer grand chose. Par contre, des gros moteurs de mode d'attraction, voilà, c'est pas une consommation d'ampoule LED. Hein, ouais, mais il y a aussi ces fameuses cycles de démarrage. Par exemple, dans les cuisines, quand vous avez aussi une cuisine, celle de l'Arizona Pizza qui fait le saloon, c'est 100 kWh. Donc c'est la consommation du Flume. Avec ses pompes et tout ça. Juste les friteuses, c'est des grosses friteuses qui font 18 kW chacune. Là, vous en avez déjà 6 ou 7. Donc forcément, par contre, il y a aussi la technique de dire il faut mettre en route par cascade pour éviter justement ces pointes d'énergie, ces pics dessus, pour limiter, parce que ça aussi, EDF, enfin les fournisseurs d'électricité le font payer. Et donc il y a aussi des choses sans doute à améliorer sur le site. On va les améliorer. Et puis après, effectivement, on est un peu condamné, nous, à être dépendant. On est déjà dépendant météo, mais on va être dépendant énergie aussi, puisque on le voit. J'ai encore pas vu d'LSM avec un élastique. Donc clairement, il faudra qu'on. Alors j'ai pas mal celle-là. On n'a pas de projet d'LSM non plus, mais forcément c'est des choses qui prennent de l'énergie. Et donc à nous après de. Est-ce que vous, du coup, vous prenez en compte dans vos réflexions de futur développement cette consommation électrique, parce que j'ai déjà vu des reportages de Capital qui disaient que Walibi Rhône-Alpes, l'attraction des bouées, le raft, c'était 40% de son apport énergétique du parc. C'est-à-dire qu'une attraction, 40% de l'énergie du parc, ce qui est assez énorme. Mais est-ce que du coup, vous, quand vous décidez une nouvelle attraction, par exemple la nouveauté 2023, au bout d'un moment, il y a eu la réflexion de la consommation électrique de cette attraction et de se dire, est-ce qu'elle n'est pas trop au vu de la situation? Est-ce qu'on ne verra pas finalement, en changeant une attraction ou en mettant une nouvelle version de celle-ci, une attraction où on veut impérativement qu'elle consomme moins? Alors pour Molcarette, en fait, la consommation électrique est moindre pour le fonctionnement du manège, parce que c'est un petit moteur. Par contre, elle est énorme pour la fabrication d'air, parce que là, vous avez un très gros compresseur qui lui fait 100 kWh. Et donc, sur ce compresseur, par exemple, on a pris le choix d'avoir donc une plus-value de 17 000 € dessus, mais qui est aujourd'hui équipé d'un variateur, ce qui fait que le moteur, contrairement au compresseur qu'on avait habituellement, qui monte à temps de bord, qui s'arrête, qui va s'arrêter le temps que les bouteilles se vident, et puis après qui redémarre pour remonter. Lui, c'est le moteur qui fait varier selon ce que ça tire. Donc quand le manège fonctionne, ça accélère la vitesse du moteur et de production d'air. Et quand le manège est en arrêt, il ralentit doucement. Et donc là, il y a un gain d'énergie qui est pas négligeable, qui est assez bizarrement soutenu quand vous faites partie de l'industrie, parce que vous avez droit à des remboursements dessus, des aides pour ces 17 000 de plus-value, mais n'étant pas considéré comme une industrie, on est passé à côté des aides. Mais les parcs d'attractions ne sont pas une industrie. Eh ben, apparemment, une industrie du loisir, mais elle ne rentre pas dans les codes EDF. Merci la considération de l'État. Nous sommes non essentiels. Dans les codes EDF. Mais voilà, c'est vraiment le choix de dire aussi, on sait très bien que ce genre de compresseur, dans le temps, consommera moins. Alors après c'est selon c'est pareil, on va avoir les chiffres là quand les gens des compresseurs vont passer, où là ils vont faire leur levée de ce qu'il a consommé en production depuis le 26 ou le 7 juillet qu'il a été mis en service, et dire voilà, en fin de compte l'appareil, le fait d'avoir fait le choix de passer par variateur fait que dans 3 ans, en fin de compte, ce sera couvert, et après, l'énergie consommée sera moindre. Nickel. Écoutez, merci beaucoup. On va passer du coup maintenant sur la partie vision. Comme on l'avait dit quand on a un peu discuté de cet entretien avant justement de le réaliser, pour le coup, on avait
C'est vrai qu'il y a cette question de l'énergie qui aujourd'hui revient un peu sur toutes les lèvres. C'est pour ça qu'on a préféré les poser aussi parce que voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à connaître. Maintenant, admettons, voilà, on pense Fray Pertuis dans 5, dans 10 ans. Enfin, à l'horizon de temps que vous voulez en fait. Qu'est-ce que vous voyez? Où est-ce que vous voudriez être? Qu'est-ce que vous aimeriez être? On ne demande pas des chiffres nécessairement, mais peut-être une intention, juste quelle vision vous avez pour le parc d'ici cet horizon de temps-là, à peu près. Patate chaude. Non, mec, après, qui je suis, moi, pour dire ça? Non, en tout cas, de ce que je sais du parc, c'est qu'il a, avant de pouvoir imaginer n'importe quel gros, beau projet, etc., il a des choses à régler en termes de logistique, en termes de parking, donc des choses qui sont un peu moins amusantes mais qui sont essentielles. Donc les premières étapes ici, c'est d'abord de s'occuper de ça pour pouvoir être plus serein et reprendre des choses plus joyeuses, mais tout en maintenant, je pense, un rythme, parce qu'on le sait, l'investissement régulier, ça ne veut pas dire tous les ans non plus, mais l'investissement régulier est important, surtout quand on a une clientèle qui est fidèle et qui aime justement revenir découvrir les nouveautés. Donc effectivement, c'est un peu compliqué de répondre à ce genre de questions tant que effectivement les premières étapes moins rigolotes ne sont pas faites, mais en tout cas il y a je pense une volonté de continuer à progresser à notre échelle, comme le parc l'a fait depuis ses 10, 15, 20 ans. Donc, c'est-à-dire vraiment continuer à innover, à surprendre, à compléter le parc de manière intelligente pour que tous les membres d'une famille partagent des bons moments ensemble, qu'il y en ait pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Enfin, un beau mix, ça continue à être important. Et c'est pas un secret, mais l'objectif qui serait déjà de dépasser les 300 000, ce serait déjà vraiment une belle étape pour le parc. Et s'il y a d'autres étapes après, ça passerait par l'ajout d'un nouveau coaster. Mais la question reste encore complètement ouverte sur quel coaster, à quel endroit, par qui, comment. Donc il y a encore du travail. C'est vrai qu'il y a on en parlait beaucoup en off, je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des questions, tu l'as dit, vous l'aviez dit d'ailleurs, le mètre carré est cher, pas dans le sens où il coûte cher, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est dans une vallée. Donc il n'y en a pas. Il n'y a pas il y a pas 150 opportunités d'expansion en fait. Et construire, il faut aussi savoir accueillir, comme vous le dites bien. Bah oui. Et ce qui compte avant tout, c'est de savoir bien accueillir. Exactement. Donc tout l'enjeu en fait se retrouve là. Exactement. Non mais en fait Fredo a tout résumé. Il faut être clair, et moi je pense que je vais être aussi clair que lui, c'est de dire aujourd'hui pas de place, donc pas de chocolat, pas de place pour accueillir dans les bonnes conditions les visiteurs tant qu'on n'a pas résolu ce problème. Inutile de penser à autre chose. Après, je dois faire quand même un petit erratum, parce que depuis quelques années, alors j'avais lancé, je pense à un média, j'ai dû faire ou être mal compris ou je sais pas, mais je disais qu'en fin de compte, effectivement, ce qu'on a dit hier, il y a des paliers importants qui fait que vous sautez, vous prenez 50 000 visiteurs. Et moi, j'avais dit, le prochain investissement qui fera faire un palier au parc, forcément, ça passe par un coaster de qualité. Je parle pas des Toutatis ou de choses comme ça, hein. Je parle de toute raison gardée par rapport à notre clientèle, par rapport au parc, par rapport au site. Et en plus, comme on est à cheval sur la thématisation, déjà vous mettez 50% du prix du manège quasiment en thématisation. Thématisation du sol au plafond, quoi, ce qui se voit pas en dessous pour le réaliser. Et donc voilà, on était alors je sais pas si j'avais dit une date à l'époque. C'est vrai qu'après on me dit alors quand est-ce qu'il arrive le coaster, et je dis non, c'est pas, c'est entre temps il est arrivé des dressings, il est arrivé des choses comme ça, mais voilà, ça plaît, ça a sans doute ramené quelques visiteurs en plus dessus, mais c'est pas comme
On est conscient que c'est des remplacements d'attractions aussi. Voilà. Donc, certes, pour nous, il y a du travail, il y a de l'investissement, etc. Mais on sait que d'un point de vue visiteur, ça n'agrandit pas spécialement l'offre complète, même si ça la modernise. Mais on peut pas s'attendre avec ces ajouts-là à un sursaut de visite. Par contre, on maintient effectivement le plaisir que les gens, nos habitués, ont à revenir. C'est ça que je cherchais. Ah, pardon, vas-y. Non, mais quand même, pour positiver ce problème clairement de parking et d'espace qu'on peut avoir, parce que une réserve foncière, on en a une, donc qui est attenant au parc aujourd'hui, effectivement, c'est les mesures compensatoires qu'on y apporte et qu'elles soient acceptées par les autorités qui s'occupent des dossiers. Après, on ne cache pas que Frépertuis a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de gros concurrents dans le département, et donc est quand même bien vu par tous les décideurs du département, les élus et par même la population aux alentours, puisque beaucoup de saisonniers qui travaillent ici, leurs parents ont travaillé pour mes parents, on a même la troisième génération. Donc il y a un vrai soutien de la population. On est le premier site estival le plus visité, donc il y a un soutien. Donc on peut espérer que tout ça se dénoue rapidement. Et après, on peut espérer effectivement pouvoir trouver le bon coaster qui comme les précédents, fera la surprise. Framouche. Framouche, c'est vrai qu'ensuite, on a vu ces dernières années des parcs qui avaient un segment aussi familial. Je prends par exemple l'exemple de Plopsaland de Panne, qui a sorti Ride to Happiness, qui est un énorme investissement, mais où finalement on sent qu'il y a peut-être une... Encore une fois, la machine est géniale, je l'adore, mais le truc c'est qu'on sent qu'il y a peut-être une inadéquation avec le reste de l'offre. Il y a une dissonance avec le public et le reste en fait. Le gap est vachement grand en fait, entre un RTH qui aujourd'hui se retrouve classé 7ème mondial sur Captain Coaster, si je me trompe pas, à l'heure actuelle, et le reste du parc qui est bien, mais qui est très familial en fait. Qui est très familial, quoi. Et mais il y a un monstre d'un coup qui arrive comme ça en plein milieu. C'est délicat, mais je crois qu'il y a certains parcs qui ont besoin un petit peu à certaines étapes de se faire un peu violence comme ça pour un peu soit de se décrocher d'une image, et nous ça a été le cas aussi avec plusieurs choses, mais avec Timber, avec Golden Driller, d'un moment donné faire comprendre aux gens qu'on s'adressait à la famille, mais du coup à la famille dans son entièreté, et d'arrêter de penser qu'un parc familial c'est uniquement famille avec des petits enfants, mais vous oubliez pas qu'il y a aussi les ados, quoi, tout simplement, les jeunes adultes. Nous on s'est rendu compte, on a fait un constat à un moment donné que l'ado de la famille préférait rester à la maison quand il y avait une journée à Frépertuis d'organiser, parce qu'effectivement il estimait qu'il n'y avait pas d'attraction ou suffisamment d'attractions qui étaient destinées à lui durant cette journée. Donc nous c'est le pire scénario, parce que l'objectif c'est vraiment de réunir la famille et qu'elle vienne s'amuser tous ensemble, avec des moments certes pour les plus grands, d'autres pour les plus petits, c'est une balance, mais en tout cas voilà, donc c'est vrai que des choix c'est pas clair, mais en tout cas des choix comme même Pirate Attack ou Golden Driller qui amènent vraiment du fun et qui décrochent un petit peu du côté enfantin, et bah du coup ça change l'image de Frépertuis, et aujourd'hui on est très content de voir que les ados sont de nouveau de retour, et qu'il y a même des groupes juste d'ados qui viennent passer une journée à Frépertuis et qui s'amusent. Oui, parce que dans votre line-up, le disco déjà est assez péchu. Déjà lui, ensuite le Socket, donc le Grand Canyon, c'est sympa, c'est un coaster, et puis il a quand même des éléments de décor, il y a des head choppers, il y a des moments où on passe à côté, donc on a l'impression il a fait en souterrain, il va en hauteur, enfin je veux dire, il y a tous les éléments. Puis bordel, il y a Timber Drop et Golden Driller, ou avec Golden Driller vous avez quasiment une exclue mondiale en fait. Il y a une exclue mondiale. Voilà, c'est là, et sur Timber Drop vous avez un record européen, donc à minima, si ce n'est... Ouais, non, c'est pas hémisphère nord, parce que du coup, les Japonais... Non, mais européen, c'est déjà super. Ah oui, c'est déjà mais génial. Voilà, il y a le Cactus, dans les Vosges, les gars. Il y a le ciné Desperados. Il y a vraiment multitude et d'attractions. Et après, un tour de grande roue, un tour de carrousel, un tour de train, ça reste aussi des classiques. Donc,
à un moment donné dans sa journée, il y a un moment on a besoin de digérer. oui. Donc même Oui, en tant il peut que râler pour y aller, mais quand il sera dedans, finalement, bon, Ouais, ok, et puis- ça Puis va. même Mocarete quoi. désormais, parce que Mocarete, il donne, hein. Tu fous toi en position extérieure, oui, Oui, ça va faire des guillis au ventre. c'est pas à faire à toutes les heures de la journée. Hein. Ouais, piment écorcé. Hein. Bah, il était rouge. Ah, pour le Il coup, était là, rouge. oui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, c'est ce que tu dis, ou c'est ensuite ton enjeu de métier, justement, c'est d'arriver ensuite, une fois que les infras sont en place, que les machines tournent, c'est d'arriver à faire passer. Et parfois, c'est vrai que c'est très compliqué, notamment avec les réseaux sociaux, où très souvent, une rumeur, quand elle est répandue, elle a Ouais, tendance à oui, ça, créer, à rester, quoi. Bien sûr, après, comme dit, cette rumeur, elle vient pas de nulle part, mais elle a été juste un peu accélérée ou mal interprétée. Mais on peut revoir ce reportage, il n'y a aucun souci. Je crois que vraiment, les termes sont toujours les mêmes. C'est que le prochain gros investissement de Frépertuis sera très certainement un coaster. Maintenant, sans avoir ni de date, ni plus d'infos aujourd'hui, à notre grand regret, mais on l'aurait, on le dirait. mais du coup, c'est pas pour l'instant. Et ça viendra. Et après, il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir faire trop. J'ai en mémoire Expédition GeForce à Holiday Park, oui. qui a été un super coaster, mais qui a endetté le parc pour tellement de temps que après, pour se refaire, enfin pour arriver à convaincre, les gens allaient ou alors ils allaient que pour le coaster, ou alors Ça a failli tuer le parc, c'est vrai. et voilà, donc il faut aussi savoir voilà, trouver la bonne machine qui peut plaire. Et L'avantage de Frépertuis, c'est qu'effectivement, on a des gens, donc Patrice ou son fils Clément, du coup, qui font partie des choix et qui sont à l'origine des choix et qui sont partie prenante dans la maintenance, et du coup qui ont une connaissance, rien qu'en regardant les fiches techniques déjà des attractions, comme on l'évoquait, de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contrainte de tarifs ou de pièces à changer, ou est-ce que la maintenance de Frépertuis sera en capacité technique de réparer des machines comme ça. Donc il y a une vraie prise de conscience dès le choix des attractions qui rend les choses un peu plus viables après. C'est l'avantage du coup de ne pas avoir des décisionnaires qui soient complètement détachés du parc, parce qu'effectivement il y a des attractions de rêve, il y a des trucs qui font vraiment envie, il y a des Porsche, il y a des Ferrari, mais dès qu'on doit changer une roue, c'est compliqué. Surtout que les catalogues de constructeurs aujourd'hui, il y a eu de la stagnation un peu de l'innovation pendant quelques années, dû à plein de trucs, hein. C'est la même chose en informatique où finalement on te fait de la pseudo-innovation à innover sur des trucs pliants, des bords arrondis ou des définitions de fou, alors que l'efficience en elle-même ou la puissance en elle-même, elle évolue pas tant que ça. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, quand on voit les constructeurs, quand on voit les annonces, quand on voit les catalogues où ils essaient justement de séduire avec des trucs qui parfois sont... c'est vrai que c'est compliqué de se positionner, quoi. C'est vraiment une... Il faut à la fois que ça corresponde aux besoins donc, du parc pour compléter notre existant, que ça rentre dans nos critères en termes de taille d'accès, de dimension. Enfin, il y a énormément de critères. Et après aussi les choses un peu plus cachées, on va dire, mais de capacité de maintenance. Est-ce qu'on saura assumer une attraction comme ça ? À Frépertuis, il y a quand même très souvent cette idée d'un wooden coaster qui est relancé ou qui est proposé par les fans. Et la réponse est toujours la même, quoi. C'est que notre situation géographique humide, on a beau être entouré d'arbres, nous on le voit bien avec les bâtiments qui sont en bois et qui souffrent énormément. Donc on n'imagine même pas si la maintenance par derrière, elle doit être phénoménale et là c'est des façades, coûteuse. tout va bien. Oui. Quand c'est la structure même du coaster, on se dit qu'en fait on doit repayer le coaster chaque année. Et en plus, alors que graphiquement, esthétiquement, on est tous d'accord pour dire que c'est magnifique et que ce serait l'idéal dans le décor, mais la raison doit aussi et en plus, on voit bien même en France des exemples comme on a fait un épisode sur Walibi Rhône-Alpes, leur Timber. Les gens disent magnifique machine, mais qui tremble de partout et c'est extrêmement difficile à maintenir. C'est-à-dire que à quoi ça sert c'est justement trouver le juste curseur entre
le bon coût de fonctionnement, la capacité de maintenir, et en même temps, est-ce que ça va pas tout bouffer aussi financièrement tout ça, quoi. Aussi, parfois, le problème d'avoir une machine, tu citais Expedition GeForce, faut faire attention parce que parfois, ça peut être une image tellement forte que la machine porte qu'elle te dénature tout le reste de l'image du parc et que l'inadéquation entre les deux fait que le fan de super sensations fortes vient, mais soyons honnêtes, ne va pas trouver. Team Drop peut envoyer sacrément fort, mais le coaster fan, il va venir, il va faire attraction, il va repartir. Il va faire il va pas consommer. Le parc c'est pas adapté pour ça. Effectivement, ce qui s'est passé pour Holiday, qui peut se passer un petit peu pour Plopsaland. Effectivement, il peut y avoir un effet d'avoir quelque chose de très très intense et autour de ça, de même pas avoir effectivement d'autres petits éléments à se mettre sous la dent qui correspondraient à cette personne, quoi. Ouais, n'oublions pas, encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc là, c'est une illustration parfaite de ça, justement. Quoi qu'il en soit, nous, on a zéro ambition de devenir un parc à sensations, donc que les gens ne s'inquiètent pas. Certes, on a sorti des attractions parfois un peu plus piquantes, un peu plus hautes, un peu plus... Mais t'as des éléments de langage sur le mot carrété, non? J'ai envie de dire, là. Sur les piments vert, jaune, rouge. C'était piquant, c'est ça. C'était un peu plus relevé que d'autres attractions. C'est finalement toujours parce qu'on veut équilibrer et du coup on veut rester familial plus, c'est-à-dire vraiment là toute la famille, mais ça veut pas dire qu'effectivement on va enchaîner les attractions à sensations et du coup même pour le future coaster la question elle est encore ouverte sur quel est le dosage attendu et la seule chose dont on est sûr effectivement c'est qu'on ne voudra pas aller dans l'hyper extrême parce que ça ne correspond pas à nos visiteurs et que c'est pas un objectif d'aller vers ça et qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir quelque chose de bas de gamme c'est sûr, mais en tout cas même de trop modeste puisque là ce serait un investissement un peu important quand même. Donc déjà ça réduit la fourche mais on n'est pas encore sur une fourchette. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, quand on voit les catalogues et les dernières inaugurations qu'il y a eu un peu partout sur la planète, on voit que le Family Plus, entre guillemets, en coaster, a un peu la cote. Il commence à monter. Maoka à Walibi Rhône-Alpes, justement, c'est un peu cet esprit-là, avec quelque chose qui va quand même être un peu challengeant. Ça va rester familial, mais un peu challengeant quand même. Le nouveau coaster à Dollywood aussi. Oui, le Family de RMC, bien sûr. On est curieux, oui, bien sûr. Ça, même les Wild Moose de RMC, où clairement, on est sur quelque chose qui va monter à 20 mètres, mais avec quand même des caractéristiques RFC, donc des virages banqués à l'extérieur, ce genre de truc. Donc il y a des choses très sympas. Et Vekoma aussi qui a fait du Family avec du LSM. Donc on sent qu'il y a une volonté des parcs, alors qu'il y avait les BM aussi dans les Lego Park, Holland et tout ça, les Junior Wing. Exactement, qui commencent aussi à être familiales. Donc oui. Il y a des tas de trucs, des tas d'offres où on sent que les constructeurs reviennent un peu sur le segment familial aussi, mais en proposant un truc qui va aller challenger un peu la famille, mais sans être le truc qui monte trop haut et qui va faire peur aux gens, quoi. Donc on pense aussi que les générations avançant, il y a de moins en moins d'appréhension par rapport à certaines attractions. Et du coup, on le sait aujourd'hui, une attraction qui, quand j'étais enfant, m'aurait fait très peur et j'aurais pas voulu monter dessus. Oui, le petit jeune d'aujourd'hui, il va les générations d'aujourd'hui, mon filleul était le premier quand il avait la taille à vouloir monter sur Golden Driller. Et c'est tant mieux pour nous. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut aussi qu'on pense comme le pensent nos visiteurs actuels et pas forcément avec nos habitudes d'il y a 20 ans, quoi. Les attractions évoluent, elles deviennent aussi de plus en plus confortables, donc même si elles sont plus impressionnantes, il y a un vrai confort aussi qui les rend oui, c'est pas les vieux Vekoma voilà, on a tous eu quelques baffes à droite à gauche. Non, mais donc ça joue aussi, et du coup ça peut nous ouvrir effectivement à des catégories de coasters que de base on aurait estimé un petit peu trop impressionnantes, mais qui dans les faits, quand on est dedans, restent quand même agréables parce qu'elles ont gagné en fluidité, elles ont gagné en confort, donc ça joue aussi. Après, il y a aussi un autre truc. Alors, je me permets une digression un peu par rapport au secteur informatique et revenir sur le monde des machines. Enfin, des machines qui nous intéressent ici, des attractions. En informatique, c'est vrai que on va dire les années 90, c'était plutôt l'informatique multimédia. Donc tu avais l'ordinateur chez toi, tu pouvais faire des trucs, etc. Ensuite, année 2010, on avait l'avènement des clouds qui commençaient à arriver, des services en ligne, etc. Et de ton ordinateur qui faisait tourner du jeu, ce genre de choses. Bon, je fais des gros parallèles, c'est très rapide, hein. Et là, maintenant, on est en train d'arriver. Ouais, mais j'ai pas envie de lancer le jingle. Note à moi-même, tu rajoutes ça en poste. Et qui peut nous expliquer comment ça marche? Vite, c'est l'instant 9 degrés.
Et le truc, c'est que du coup, là maintenant, depuis, on va dire, milieu 2010-2015, et avec le Covid qui a frappé, on est de plus en plus dans une informatique orientée service avec de l'abonnement dans tous les sens. Et on a entendu déjà des petits trucs, pour revenir sur le monde des parcs d'attractions, on a entendu des petits trucs de la bouche de certains constructeurs, avec du media-based, avec peut-être en fait des trucs qui pourraient très bien faire office de licence et d'abonnement payant pour que la machine continue à fonctionner. Je ne sais pas si vous avez aussi un peu cette sensation que le marché pourrait commencer à tourner vers ce genre de choses ou pas. Mais c'est vrai que du coup, ça peut induire des nouveaux types de coûts, même pour des petits parcs, sans imaginer que par exemple l'automate de la machine soit soumis à une licence d'activation et qu'il faille payer chaque année pour valider. Mais c'est pas impossible malheureusement. Techniquement parlant, ça se voit en informatique, hein, par exemple sur Windows, ce genre de truc. Donc le truc, c'est est-ce que vous avez un peu cette sensation que le marché pourrait partir vers ça, mais c'est pas tout de suite, mais que les machines, en devenant smart, avec plus de capteurs, avec plus de télémétrie de l'opérateur de la maintenance, avec possibilité de patchage et d'update à distance, que justement on a une logique aussi qu'un coaster que tu achèterais demain, il pourrait marcher aussi avec de l'abonnement pour ta maintenance en télémaintenance et ce genre de trucs. Est-ce que c'est des choses qui vous paraissent réalistes ou est-ce que vous avez entendu? Là, c'est vraiment hors répertoire. C'est plus. Alors, moi, j'ai tendance à dire que pour l'instant, dans le monde coaster, c'est encore pas évident. Par contre, j'ai l'impression que c'est en train de se voir plutôt dans les dark rides, dans les gens qui veulent faire ça et qui veulent aussi vendre un package complet et pouvoir exploiter sous une certaine licence, vous revendre chaque année cette licence qui continue à votre dark ride de fonctionner. On a l'impression qu'ils veulent un petit peu se faire une retraite, en gros, si je peux m'exprimer comme ça. Comme une petite rente effectivement, comme vous le dites très justement, avec les logiciels, que ce soit AutoCAD, que ce soit Office, tous. Aujourd'hui, c'est donc clairement. Après, est-ce que ça viendra sur les coasters? On est plus sur des trucs comme ça. Sur la maintenance, sans doute qu'il y aura ces projets-là, mais aujourd'hui, tant que les constructeurs sont plus dans la vente de produits, ils préfèrent directement faire de la vente et ils en vendent encore beaucoup en Asie. L'Asie encore un gros consommateur d'attractions et donc c'est pas l'Europe qui les fait travailler, mais clairement ils font tellement de belles choses en Asie qu'ils en profitent, je pense. Pour l'instant, moi j'ai pas encore trop eu de ce sentiment-là sur ce qu'on a pu voir. Après, cela dit, on s'en rend pas trop compte, mais il y a quand même effectivement déjà des liens entre les constructeurs et certaines machines comme Timber, où il y a des possibilités de prise en main par le constructeur à distance. Donc effectivement, on se dit que il y a des choses, on n'est peut-être pas très loin on serait peut-être pas très loin d'arriver à ça, quoi, puisqu'ils peuvent déjà aujourd'hui avoir une prise en main à distance pour la maintenance sur les logiciels et sur les programmes, ou sur l'arrêt de la machine, éventuellement. C'est des choses. Ce qui est plus flippant. Après, ce qui s'est passé en informatique, c'est qu'on a la logique de mise à jour automatique qui est devenue un peu le fléau dans le domaine là. Enfin, le fléau, c'est à la fois bon et pas bon. Mais le problème, c'est que souvent, au prétexte que tu as ta mise à jour avec de la sécurité qui arrive, il te faut la dernière correctif. Et vu que ta machine est connectée à Internet, ordinateur comme automobile, ça se voit beaucoup aussi là-dedans, comme une machine que tu fais en télémaintenance, du coup, il faut la maintenir à jour parce qu'elle est branchée sur Internet. Et potentiellement, c'est... Voilà. Ça donne l'impression que c'est Mickey Mini Runaway à Disney Studio. Et après, tu te retrouves avec des écrans bleus de mise à jour Windows sur le show. Mais ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, ça, en vrai, c'est rigolo à voir, mais ils en sont plus victimes ou qu'autre chose de ce genre de truc. Surtout le visiteur qui a attendu 1 heure. Oh, mais c'est rigolo. Surtout quand t'as la musique qui chante Nothing Can Stop Us Now. C'est parfait. C'est juste génial, quoi. Mais bon, c'est tout l'enjeu. On va pas rentrer dans les logiciels libres et ouverts ici. Ça n'a absolument pas sa place sur Puissance Park. Mais bon, voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous de vous être joints sur cet épisode, de nous avoir accueillis. Voilà.
Merci, avec plaisir. On est très heureux. Alors, on se dit que si vous êtes, si on a fait 2 posts sur 2 jours où le parc est fermé, le jour où vous êtes ouvert, vous restez la semaine, forcément. Bah, si tu veux, on fait un live depuis le parc. Moi, je suis partant. Y a pas de souci. Ça, on a le matos. Il y a Voilà. ça, vraiment, on le sait que la météo ce week-end ne permettait pas, mais Ah bah, ne serait-ce que là tout à l'heure, à un moment, si vous avez vu sur nos caméras les regards qui étaient un peu en mode. Qu'est-ce qui se passe dehors? Vous voyez pas, mais là, on a eu le pire déluge de. Le déluge avec de la foudre aussi. Voilà, on Il y a est dans eu des l'Arizona éclairs, Pizza. hein. On est dans l'Arizona Pizza et en fait juste de l'autre côté on a la vue sur le parc, secteur, voilà, tout sur le simplement. parc et il y a, en fait on voyait plus. C'est Oui, ça. il y avait plus de C'était un parc. rideau dans Pas-de-Calais, vous voyez les C'était PMG catastrophe canyon. C'est ça. C'est ça. C'est ça, sauf qu'on n'a pas vu les pompes si puissantes qu'elle peut envoyer un visiteur au sommet de la Tour Eiffel. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci de à nous vous, avoir accueillis. vraiment. C'est un vrai plaisir. Voilà, ça fait plaisir en tout cas d'enfin pouvoir, nous, de notre point de vue, puisque Benji et les autres avaient déjà vu Frère Perpetuity. On a enfin vu le parc, mais il n'était pas ouvert. Mais on a enfin vu le parc. C'est la première étape, c'est le premier step. Il y a un épisode d'After Park sur Puissance Park que vous pouvez consulter à propos de Frère Pertu. On va certainement le mettre à jour dans pas très longtemps. Oui. Enfin, pas très longtemps. Au moins, il faut attendre que vous Bah rouvriez, déjà que hein. ça réouvre. Mais Oui. qu'est-ce que vous foutez? Non, Rouvrez mais la n'empêche, compétition faire, c'est excitant. Pourquoi attendre 2024? Voilà. Non, mais On attend que la pluie s'arrête et c'est bon. En tout cas, concernant Puissance Park, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur puissancepark.fr, sur lequel vous retrouvez tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, X, etc. YouTube, SoundCloud, tous les bons bails habituels, vous les connaissez. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur don.puissancepark.fr pour la suite Moula. Bien entendu, on ne vous force absolument pas de donner que l'argent que vous possédez, d'accord? C'est important. Non, mais on le précise parce qu'après, On a eu des problèmes. Voilà, donc juste histoire que ce soit bien clair, ce n'est pas obligé, mais c'est vrai que ça nous aide énormément. Donc merci beaucoup à vous. Et bien entendu, vous pouvez retrouver également une autre façon de nous soutenir et d'avoir un peu de la puissance parcomanie sur vous. C'est la boutique que vous retrouvez sur boutique.puissancepark.fr, sur laquelle vous retrouvez différents designs de plus ou moins bon goût. car petit rappel, cet argent nous aide pas en plein. Un, deux, En deux. fait, ça nous permet de payer l'ORL de Maxence. Exactement, Voilà, parce que ça. je suis vraiment dans la mouise, vous n'imaginez pas. Ça nous aide dans nos déplacements comme pour aujourd'hui. Et oui. Et ce n'est pas rien. Et aussi, il y a le PC, il y a le moniteur, il y a les écrans, il y a les Il y a du machins, il y a matos. les caméras. Voilà. C'est tout ça. C'est open source, c'est développé maison, mais il y a de l'argent, lui. Voilà. On Il faut relance quand même- pas la chronique de Greg, c'est bon. Voilà, non, c'est bon. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un live sur Twitch ou alors sur la chaîne principale pour de nouveaux simplement. épisodes. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci. Bonne journée à Bye tous. bye. Et allez, Au revoir ciao, tout le bye bye. monde. Salut. Au revoir.